Ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a un pote de Dedo qui savait pas que c'était moi qui avais fait la VF et qui avait écouté enfin, qui avait regardé le film et qui lui avait dit ça c'est marrant, j'ai regardé en français, le Pennywise en français, il fait plus pédophile que l'original. Je fais oh fuck. Je fais bon, bah, ça reste monstrueux, hein. Quelque part, tant que ça fait C'est pas peur aux faux. enfants, voilà. J'ai fait d'accord. Bon, faut que je réfléchisse à exactement ce que j'ai ce que j'ai mis dans le perso. Antoine Chounsky est un humoriste, un comédien, un scénariste et un directeur artistique. Mais comment se définit-il lui-même ? Avec lui, on parle de doutes, de scènes, de l'absurdité de ce métier, des moments un peu ridicules et de cette drôle de nécessité de faire rire quand tout ne va pas forcément bien. Au travers de ses rôles comme le terrifiant Pennywise dans Ça, ou sur le comédien Ben Schwartz, ou bien de ses one-man shows comme Au Parloir, ou En attendant Claire Chazal, ses performances scénico-métalleuses avec Princesse Leia, qu'il forme avec notamment Dedo, enfin ses œuvres scénaristiques comme Les Légendaires, sorties récemment au cinéma, ou encore le Lucky Luke sur lequel il travaille. Mais que se cache-t-il donc-il derrière l'humour noir d'Antoine ? Allons voir ça. C'est Mimoun. C'est Mimoun, voilà. Si vous voyez des trucs blancs, c'est pas des pellicules, c'est mes chats. À thé en plus, on a plusieurs. Ouais, deux. Oh merde, putain, t'as la brosse à chaque fois que tu t'en vas. Exactement, j'ai mon rouleau. Putain, ça doit coûter cher au bout d'un moment, les rouleaux. Bon, après, c'est du scotch, si tu connais la technique quand t'as plus de Ah rouleau. ouais. T'as le scotch autour de ton bras. Enfin, le scotch, ça coûte quand même. Ouais, Je sais pas ce qui je coûte. vole celui de mon fils. Ah, bien, bien, carrément. Bon, allez. Là, c'est mon intro, elle est là, voilà. Que je la cherche, que je la trouve. Tu te sens plus proche du clown triste ou du mec qui fait semblant d'aller bien ? Du mec qui fait semblant d'aller bien. Ouais. Mais ça, juste pour un truc de base, c'est que ça fait 20... Moi, j'ai des problèmes de dos depuis 20 ans. Ah. Tu vois, là, actuellement, je te parle, j'ai une hernie discale. Ah merde. Et j'ai la banane. Tu me fais une danse là pour. Regarde, il faut t'en dire de toute façon, il faut bouger, il faut bouger. Ah ouais. Ouais, non, clown triste, ça n'a jamais monté. Moi, j'aime bien. En fait, le mec vient de se plaindre. J'aime pas me plaindre, mais le mec vient de dire qu'il a mal depuis 20 ans. Mais ouais, non, je préfère plutôt essayer de projeter de la joie, Ouais. camoufler, quoi. Tu vois. Surtout en ce moment, enfin depuis. Ah ben, en ce moment, ça devient un boulot à plein temps d'essayer d'être joyeux. Ouais. Donc, Tu devrais être remboursé par la Sécu, quoi. carrément. Ouais, je pense que Je serais ravi. les humoristes, à mon avis. Qu'est-ce que les gens pensent savoir de toi et Rien. qui est complètement faux ? Les gens savent rien de moi. C'est vrai ? Tu t'es très privé ? Je suis très privé. Non, j'ai les cercles d'amis proches, je pense que c'est comme tout le monde. J'entends là, c'est sur les doigts d'une main, tu vois. Ouais. Et après, j'ai plein de potes, plein de gens du métier. Enfin, j'ai la chance de connaître plein de gens. Mais On peut dire non, que t'as le bras long quelque part. j'ai le bras long, évidemment, du haut de mes 1m73. Mais non, c'est que effectivement, sur les réseaux sociaux, je m'en sers que pour de la com de ce que je fais, que ce soit mes spectacles ou des films, des trucs comme ça. Mais je raconte absolument rien et j'ai pas envie que les gens connaissent ma vie. Voilà. C'est volontaire, c'est pas juste. Ah oui, c'est volontaire, Ça c'est parce que t'emmerde de parler de toi, quoi. j'aime bien avoir mon endroit à moi, quoi. Ta petite. Bien sûr, bah écoutez, un petit peu, on peut se protéger. Évidemment. Alors, on te sait humoriste, comédien et scénariste. Et même si t'es un être bien plus complexe, on va tenter de brosser un portrait de ces 3 facettes déjà. Ok. Ça te va ? Ça me va. Bon, ça tombe bien parce que j'avais C'est pas le autre chose. sujet, sinon j'ai envie de parler de jardinage que tu m'en Merde. Ce serait bien, j'aimerais bien parler jardinage. Quel souvenir gardes-tu de tes passages dans On ne demande qu'à en rire et comment tu t'y es retrouvé ? Comment je me suis retrouvé à l'époque où je faisais du one man, il y a la quête de gloire qui t'amène à vouloir faire de la télé. Donc tu fais tes spectacles et puis un jour il y a des agents, enfin des gens qui bossent, des têtes chercheurs qui bossent pour ces émissions-là et puis t'es repéré et puis ils te proposent un jour de passer. Moi je sais que c'est la 3e saison. Je m'étais pas présenté, j'ai pas présenté ma candidature pour les premières saisons parce que j'aimais pas du tout ce principe de jury, de se faire dézinguer. Enfin, il y a un côté chair à canon, voilà. En plus, quand tu connais les rouages à l'époque de ces émissions-là, c'est toujours un peu le cas dans les émissions de télécrochet, c'est que tu as ceux sur qui ils misent pour de vrai et tu as ceux où ils savent qu'ils vont servir pour être réduits en miettes et faire de l'audimat parce que... D'entrée, ils se mettent d'accord sur qui ils vont... Oh, c'est pas dit officiellement, mais on sait qu'il y a des gens qui vont... ils prennent des gens qui sont pas prêts. Pour ça, là, il faut être un peu rodé avant d'aller en télé sur un plateau télé et se dire je vais faire rire les gens. Ouais. Et en général, ceux qui ont marché sur les premières saisons, c'est ceux qui avaient déjà 7 ans dans les pattes, qui avaient vraiment du métier.
Et ceux qui débarquaient depuis quelques mois, qui se sont dit, allez, j'y vais, et qui se prenaient des tôles et qui se faisaient détruire. Bon, bah voilà. Donc moi, je sais que la 3e saison, j'y suis allé parce que j'avais un producteur qui disait ça serait cool quand même pour remplir les salles en tournée et tout. Donc, t'y vas. Puis à côté, allez, je vais me frotter à l'exercice. Mais je m'étais quand même dit avec l'approche, je vous préviens, moi je suis pas de la chair à canon, donc on va dans le respect, quoi. Tu leur as dit hors antenne, enfin avant Ah oui, tu dis très clairement, moi je viens pas pour me faire humilier, donc... Et comment ils l'ont pris? Ils ont pris bien, ils ont dit oui, mais on comprend, et c'est là que tu apprends, je te sors les dessous d'un truc, là, et on dit, mais de toute façon, tu fais pas partie des gens... Ah ouais. Donc là, tu fais, ah ok. D'accord, ok. Après, ça n'empêche pas que si tu fais un sketch de merde, si t'es pas drôle, t'es pas drôle, quoi. Tu vois, au bout d'un moment, il y a quand même une règle, c'est quand même les spectateurs qui jugent le truc. Mais à la fois, c'était une expérience marrante parce que moi, je le prenais un peu comme une espèce de... T'es un peu gladiateur, quoi. Tu descends cet escalier, t'as le jury qui est pas du tout marrant, qui te regarde, genre, vas-y, fais nourrir. Le public est loin. Enfin, tu sais, il faut te mettre dans un mood. Allez, je suis au théâtre, je m'en fous de ça, là, ce qu'il y a devant moi, je m'en fous. Ouais, mais au théâtre, les gens t'attendent pas en sniper. Non, bah non. Tu sais, les gens, normalement, ils se disent, bon, bah, ce soir, j'ai payé ma place, on va rire. Ouais, après, ça arrive qu'ils soient déçus. Oui, mais ils viennent détendus au moins. Mais ils viennent pas là en disant, allez, vas-y, ça va ta blague. Donc, ouais, non, c'était marrant à faire, parce que faut toujours, j'essaye de rendre toutes les expériences comme un jeu pour les rendre, tu vois, pas stressantes, quoi. Mais quand même, tu sors de là en faisant, mais un peu bizarre. Ouais, j'imagine. Enfin, j'imagine, quoi, ouais. Je ne peux qu'imaginer. Donc c'était chelou, mais après c'était super, ça a rempli mes salles, effectivement. Ah oui, du coup, ça a marché, quand même. Bah, comme j'ai fait quelques passages, enfin j'ai duré, je sais plus combien, sur la 3e saison, ça permet de... Voilà. T'as pas éjecté tout de suite Vu en télé, comme on dit. Il y avait ça sur l'affiche. Là, tu peux le mettre après. Non, j'ai pas fait ça, mais quoi. Trop bien. Bon, ok. Donc, une expérience... C'est t'apprends des choses, t'apprends le sang-froid, t'apprends, voilà. En fait, t'apprends à transformer les expériences ultra stressantes et pas forcément fun en jeu quand même. Il y a des trucs qui t'ont marqué, qui t'avaient dit, des critiques? Non, pas vraiment. J'aime pas ta gueule. Non, il y avait... tu sais, c'était face à 5 personnalités, 5 subjectivités. Et tu sentais qu'ils étaient là pour faire le show ou vraiment pour te dire des trucs constructifs? Non, c'est plus pour faire le show. C'est des règles. Il y en a qui va être plus sur ça, l'autre qui va être plus sur... Il y en a qui... On sait qu'il n'aime pas ce genre d'humour. Non, c'est vraiment une histoire de show. Et après, le seul qui m'avait percé à jour, c'est la manière, je sais plus, c'était le directeur de la chaîne Rire et Chanson. Il me disait, c'est marrant la manière que tu as de te concentrer quand tu vas rentres sur le plateau. En fait, on dirait vraiment que tu viens pour te battre, quoi. Donc, tu viens de fighter. Ah ouais. C'est effectivement un peu cette énergie-là, genre, on y va, quoi. Ok. Mais j'avoue, je me mettais dans des personnages qui étaient un peu vénères, en fait. Bah, c'est pour combattre, j'imagine, le stress. Pour combattre mon propre stress. Ouais. Et je me dis, et au moins, si j'y vais avec une attitude un peu genre qui fait peur. Puis comme moi, je suis un fan de Dupontel. Et Dupontel, si tu regardes bien ses sketchs, enfin, ses premiers spectacles, il faisait des personnages hyper agressifs, enfin, hyper dangereux, quoi. Et je me disais, si je viens avec ce genre d'humour, déjà, on m'attaquera moins derrière. C'est un vieux système de défense. Ouais. Je vais vous faire un peu flipper en même temps que je vous fais rire, mais comme ça, au moins, vous me parlez correct. Ça a marché, bof. Oui. À peu près. En tout cas, on m'a pas dit de mettre trop de vacherie. Bon, très bien. Des petites combines pour les jeunes qui débutent. En 2012-2013, tu te produis donc dans un one-man show qui s'appelle Au Parloir. Ouais. C'est quoi le pitch, l'histoire derrière ce concept? Alors, Au Parloir, donc, c'était effectivement mon premier seul en scène, parce qu'au début, je disais seul en scène, parce que j'étais un acteur qui venait du classique, tu vois, et du subventionné, donc j'étais prétentieux. One man, c'est toujours perçu comme une insulte ou... Maintenant, il y a tellement de trucs. Tu vois, le cloisonnement, si on en parlera après, c'est un autre sujet le cloisonnement, de comment les gens se jugent en fonction de quel genre de théâtre tu fais, quel genre de cinéma tu fais, tu fais du doublage, tu fais du théâtre, tu fais de la télé, etc. C'est insupportable. Ouais, c'est chiant. En fait, c'est en fonction des journalistes auxquels tu t'adresses, quoi. Si tu veux Télérama, c'est un seul en scène. Tu vois, si tu veux 20 minutes, one man, c'est pas grave. Vraiment, je caricature des trucs, mais on n'est pas loin de ça. Okay. Mais non, c'était, je voulais me frotter à ça parce que j'avais adoré le Jamel Comedy Club venait de commencer. J'étais fan de Dupontel déjà, et puis je voulais me frotter à l'exercice, quoi. Pourquoi tu voulais? Pourquoi cet exercice-là? Pourquoi ça t'a parlé? Parce que là, il n'y a pas vraiment de...
C'est des modèles, tu sais, j'ai grandi avec, je te dis, les spectacles de Dupontel, mais aussi les premiers spectacles de Dieudonné, tu vois, post-pétage de câble. Mais les premiers spectacles de Dieudonné étaient 1905, le divorce de Patrick, c'était des formes que j'adorais, qui ressemblaient à du théâtre que je connaissais aussi. T'as des spectacles merveilleux que j'avais vus, des seuls en scène, très théâtral, et il y avait ce truc-là, cette adresse publique, et après on t'emmenait dans un univers. En fait, c'est très proche du conte. Enfin, ma vision en tout cas de quand j'ai commencé, c'est bonjour, je suis quelqu'un, je m'appelle machin, je vais vous raconter une histoire. Et quand je vous raconte mon histoire, petit à petit, hop, en changeant à peine une lumière et une manière de parler, une gestuelle, et ben tu fais le personnage et tout. Et moi, j'avais fait j'avais fait du conte japonais à une époque dans ma vie. Ouais, c'est très bizarre. Avec une chanteuse lyrique, tu vois, il y a plein de choses qu'on sait pas. Mais tellement. Avec une chanteuse lyrique et un pianiste concertiste, et j'avais fait, c'était les contes du soleil levant. Ok. Et C'est un peu poétique, un peu léger. C'était hyper poétique, c'était du conte traditionnel et dans un autre réseau de salles, voilà. Trop bien. Et parce que je faisais beaucoup d'arts martiaux à une époque, donc il y avait un truc, une gestuelle, du théâtre no en fait. C'était à moitié du théâtre no. Et en fait, c'est ça, et c'est du conte, c'est une adresse aux gens, et puis tu les emmènes. Et après, si tu les emmènes dans un truc potache ou dans un truc poétique, l'exercice pour moi, c'est la même chose. C'est je vous parle et je vous amène dans un univers. Et avec physiquement, avec le moins d'artifice possible, quoi. Et comment le rire, bah, faire rire les gens, c'est une drogue. Moi, depuis que je suis gamin, j'aime faire rire les gens. Donc le one man, c'est arrivé naturellement. Tu te dis, bon, bah, j'ai fait le poétique, j'ai fait le classique. Maintenant, allez, j'ai envie d'aller faire des blagues. Ouais, mais toi, tu pourrais faire des blagues en groupe, tu sais, dans une pièce ou... Oui, bah, j'ai déjà fait, mais là, c'est vraiment l'exercice du conte qui me plaît. Ok. Il y a Yoshio Ida, c'est un comédien qui est de la troupe de Peter Brook, et j'adorais ses spectacles parce qu'il y avait cette simplicité-là, et c'est l'art d'être le plus le plus simple possible dans l'économie en fait de ton jeu, de ce que tu transmets, et c'est comment amener ça à l'autre truc que j'aimais qui était faire rire. Et donc, bah, la rencontre, c'est le seul en scène, c'est le one man, tu vois. Et après, l'idée, c'était de pas faire. Tu dis, comment j'amène quelque chose de nouveau? Je vais pas faire des sketchs en mettant des perruques, je vais pas faire des sketchs 1, maintenant, noir, sketch 2, 3, enfin, tu vois, l'école Muriel Robin. Et là, c'était de faire, je vais vous raconter une histoire. Et dans l'époque dans laquelle on était, qui était déjà pas ouf, globalement, on est sur une pente descendante depuis quelques années. Au parloir, c'est venu sur l'idée de... c'est un exercice. Je pars toujours de ma peur. Moi, je suis un mec qui a peur, globalement. Donc, je pars d'un personnage qui a peur, c'est-à-dire qui n'est pas à l'aise avec l'idée de faire ça, d'aller faire rire les gens. Donc, il y a venu l'idée d'un mec qui dit qu'il est obligé... l'histoire c'est un mec qui va être obligé de le faire. Et donc, pourquoi il est obligé de le faire? Parce que c'est un programme de réinsertion par l'humour. Et c'est là qu'est venu le pitch au parloir, c'était ça. C'est un mec qui est en programme de réinsertion par l'humour. S'il fait suffisamment de spectacles et qu'il fait suffisamment rire les gens, il aurait une remise de peine. Et sauf que c'est le mec le plus inadapté pour faire rire les gens, donc forcément sa maladresse et sa manière de faire rire sont absolument horribles. Donc voilà, c'était un semi-échec ou une quasi-réussite, je sais pas. Pas mal. Et du coup, il y avait quand même plusieurs personnages que tu incarnais au fur et à mesure, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y avait le psychologue de la prison qui a un peu marqué apparemment sur Internet, comme on parle souvent, ça. Tu avais le co-détenu, il y a le père aussi. Enfin, je me souviens même plus, ça fait longtemps ce truc-là que je fais, mais oui, tu revisites les personnages de ce mec-là qui font que tu comprends pourquoi il est arrivé en prison, en fait. C'est à travers ce spectacle qu'il est en train de faire, tu comprends ce qu'il a amené là, quoi. Il y a toujours une petite note de, pas d'émotion, sans aller jusque-là, mais... Ah bah si, c'est... Tu tiens quand même? Je vais citer Philippe Lachaud. Attention, le mec Allons-y. vient de passer de Peter Brook et Philippe Lachaud. Non, mais tu vois, il était interviewé sur le Marsupilami. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Philippe Lachaud, peu importe le style, il y en a, ils vont dire c'est trop potache, voilà, c'est trop en dessous de la ceinture. Le mec te dit, nous, ce qui nous intéresse quand même, c'est que le film, si on enlève les blagues, on a envie d'aller à la fin, on a envie de savoir ce qui va se passer. Et je pense qu'il a entièrement raison et que c'est une règle de base d'écriture, c'est que quand tu commences une histoire, si t'enlèves tous les artifices de blagues et de ficelles et machin, t'as envie de dire, ça s'est terminé comment, quoi. Ouais. Et pour moi, c'est ça une bonne histoire. Donc oui, sur mes trucs, je veux qu'il y ait d'autres émotions que simplement chercher à rire voilà, tout le temps. Je sais qu'il y en a qui alternent. Je me rappelle je sais pas, il y a des spectacles qui m'ont marqué quand j'étais tout petit, genre Michel Boujna. Michel Boujna, ouais. Mais lui, je trouvais qu'il partait trop loin dans le côté dramatique d'un coup, quoi. Oui, peut-être. Alors, et puis on l'arrêtait plus. Je t'avoue que j'ai pas vu beaucoup. J'en ai vu sûrement il y a très longtemps, mais je vois ce que tu veux dire, trop lyrique. Mais
moi, ça me dérange pas quand c'est bien amené, quoi. Euh, en fait, une fois que les gens sont dans ta salle, Tu les prends en ils sont otage. captifs. Donc tu les emmènes où tu veux, du moins. Après, est-ce que c'est fait avec suffisamment de finesse, est-ce que c'est fait, mais si c'est ton univers, voilà, vous allez venir voir, bah on va rire, peut-être un moment, on va peut-être y aller. Comment tu sais si ils ont vraiment kiffé ou pas? Ils reviennent ou? Bah aux applaudissements déjà. Ouais, c'est déjà un applaudimètre, c'est un Il y bon. a un applaudissement. Bah, les rires, il y a quand même, quand tu écris un truc où tu espères des rires, il y a quand même des endroits où tu dis, bon, bah, très clairement, là, on est sur un échec. Et puis, il y a des soirs, quand tu es tout seul, il y a ce truc où bon, bah, t'es sans filet, donc c'est toi qui dois tenir absolument l'énergie de la salle. Puis, il y a des soirs, tu les as pas. Et Tu fais c'est comment horrible. alors? Ouais. Et il faut pas trop psychoter parce qu'il faut continuer Ah ouais? voilà, il faut pas abandonner et tout. Donc, tu sais pas, il y a un soir, t'es pas dans le bon mood, t'es parti un peu en biais. C'est toi qui es parti en biais ou c'est la connexion avec la salle qui se fait pas? Moi, je pars du principe que c'est quand même souvent ta faute. Enfin, si tu choques pas les gens, s'ils commencent à dire dis donc, quel public de merde. Parce qu'il y en a Ouais. qui font ça et qui disent ah bah dis donc, j'en ai connu des publics, mais Oui, comme le texte au doublage. oui, voilà, c'est Ouais. ça, c'est jamais ta faute. Non, moi, je pars du principe que si t'arrives pas à choper la salle, c'est que tu t'es pas bien connecté avec ton personnage, tu t'es pas bien connecté avec ce que tu as à transmettre. Donc, et ça arrive, on n'est pas des machines, tu vois. Mais tu le sens, oui, en fonction des rires, en fonction des applauses à la fin, tu sens si les gens, tu leur as fait passer une soirée ou si ça a été pénible. Comment tu te remets, entre guillemets, d'une mauvaise Alors là, soirée? bah, faut être bien entouré. Faut avoir un metteur en scène ou une metteur en scène, enfin, voilà, un entourage qui te dit ça va aller, c'est pas la fin du monde. Mais le pire truc où je pense que j'ai même failli arrêter le métier, Oula. c'est un festival à Cannes. Je suis programmé dans un super beau théâtre, le théâtre Édouard VII, je crois, à Cannes. Vieux théâtre et tout, très grand. Il y a 500 places, c'est super, c'est complet. Et il y a plein de spectacles en même temps qui jouent dans la ville. Et je commence à jouer. Et puis, je vois beaucoup de vieilles personnes quand même. Je me dis, c'est pas le public que j'ai ce souvenir, mais après, on est à Cannes. C'est ce que j'allais dire, t'es à Cannes, quoi. La seule ville où les chiens glissent sur des crottes de vieux, comme dirait l'autre. Donc, tu te dis, bon, bah, c'est normal, c'est la ville, quoi. Et là, il y a une rangée qui s'en va. Mais vraiment une rangée. C'est beaucoup, tu vois, d'habitude. Ça arrive dans le spectacle, tu as toujours deux personnes qui s'en vont parce qu'ils se disent, bon, clairement, on s'est loupé, Ouais, c'est pas notre nous. cam. Ouais. Puis, c'est pas, voilà. Mais là, il y a vraiment une rangée qui part. Je fais, bon, ok. Tu continues le truc. Deuxième rangée qui s'en va. Et là, je fais, c'est puis tu te dis, ils doivent trouver le spectacle hyper vulgaire. Et du coup, toi, tu sais ce qui arrive derrière, tu réfléchis à tout ton texte et tu te dis, oh la vache, là, ce qui va arriver dans 5 minutes, ça va être pire et tout. Et les gens commencent à s'embrouiller dans la salle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment bien, et puis t'as ceux qui râlent et qui font des oh là là, tu sais, qui restent mais qui jugent le spectacle en disant que ça va trop loin, quoi, que c'est trop, pour eux, c'est choquant. Et les gens sont quand même en disant, ah bah si ça vous plaît pas, vous avez qu'à partir. Tu sais, mais ils le disent tellement fort que toi, t'entends. Comment t'as envie de dire? En plus, c'est dans un moment où je suis en personnage. Donc, il y a un quatrième mur, il y a des moments où tu peux te permettre d'intervenir Ouais. et tout. Puis à ce moment-là, en plus, c'était encore les débuts, donc j'avais pas l'expérience suffisante pour la souplesse pour rebondir avec tout ça. Donc je fais, oh là là, mais c'est un enfer, en fait, j'interviens pas. Donc et là, bon, bah, ce que tu fais, c'est que tu appuies sur l'accélérateur et ton spectacle qui fait à la base 1h15, il fait 1 heure. Voilà, le spectacle. Maintenant, les gens regardent des films en 0.15, tu sais, sur bah oui, YouTube, bien ça a sûr. dû donner un peu ça en spectacle direct. Et puis moi, là, je sors de là, mais tétanisé, mais vraiment, à l'époque, ma compagne de l'époque, elle me dit, t'étais blanc-vert, enfin, Bah, y j'étais a quoi, en tremblé et fait, tout. ouais. Mais je me suis vraiment mis en coin dans boule dans ma loge, en train de dire, mais j'arrête ce métier, je suis doux. Et là, il y a le directeur du festival qui arrive, qui dit, on est désolé. Ils ont vendu autre chose ou Non, c'est qu'ils se sont trompés dans la programmation, dans l'annonce de la programmation, les gens venaient voir Lampiafé. Ouais, c'est ça. Et Lampiafé, c'est une chanteuse qui fait des reprises d'Edith Piaf, tu vois. Donc, et la moitié de la salle, il y a des moitiés de la salle qui étaient là pour ça, et l'autre moitié était vraiment pas du tout pour voir ce spectacle-là. Tu te dis, bah ouais, non, c'est pas du Edith Piaf, hein, je suis. T'aurais dû leur proposer. Voilà. Mais bon, il a beau te le dire, tu rentres quand même, t'es un peu tremblé, tu fais, mais qu'est-ce qui vient de se passer, quoi? Ouais, mais bon, t'as quand même matière à relativiser. Ouais, tout. mais t'as quand même 1 heure tu t'es en eau et tout, tu te dis, mais je suis une merde. Je suis vraiment je rends la vie des gens nuls. Ouais, mais je pense que maintenant qu'avec le recul,
on en rit. Oui, déjà, ah bah d'une. ça fait une super anecdote de Voilà. podcast, non? Et en plus, bon, c'était complètement pas de ta faute. Non, non, ah bah oui, après tu relativises évidemment. Ouais. Mais quand t'es au tout début, parce que ce spectacle-là, ça devait faire peut-être 1 an et demi que je le jouais, tu vois, T'étais en rodage. et puis moi j'avais fait des clubs, tu fais pas mal de clubs pour roder à Paris et trucs, mais c'était pas encore cette grande mode d'improviser avec le public. Maintenant, tous les humoristes maintenant, c'est inclus C'est dans leur leur truc. spectacle, on D'accord. improvise avec le public. Donc Ok. ils ont des blagues à tiroir dans tous les sens pour répondre à toutes les éventualités. Là, c'était pas encore ça, tu vois. Donc tu te dis, je Ouais. leur dis calmez-vous, c'est comme une victime un peu. C'est pas grave en fait. C'est pas grave, c'est Non. juste un spectacle. Pourquoi cette envie de te produire seul sur scène? On a parlé de tes inspirations, mais il y a un truc qui fait que tu as envie de te... La misanthropie, non, non, je pense T'as qu'il envie y de te a faire du mal, de vivre ces moments-là? non, je pense que là, je me suis beaucoup calmé. Et d'ailleurs, bah, plus je me calme et plus je vieillis, plus je travaille en équipe. Mmh. Mais il y a un léger syndrome autistique hein, qu'on va pas cacher, qui fait que je pense que c'était très dur pour moi de travailler avec les autres parce que j'ai une manière de bosser qui était un peu hystérique, un peu d'hyperactivité, qui fait que à imposer mon rythme et ma manière de faire à des gens, j'ai épuisé des gens. Enfin, je le sais, Ouais. je l'ai reconnu. Ce qui fait que ça peut être dur à suivre et puis je me dis mais en fait moi je sais où je veux aller et puis donc bah tu fais quoi et un peu qui même me suivent mais c'était un peu hystérique donc avec le temps tu calmes ça, tu apprends à gérer ça et tu fais différemment mais je pense que c'était surtout amené par ça tu vois. Côté, je suis ingérable. Le côté non il y a pas le choix quoi, il y a Oui. pas le choix, je vais faire comme ça, voilà. Ok, ok, je vois. Et maintenant, tu as mis de l'eau dans ton vin. Voilà, j'ai enlevé ma moustache de dictateur. Ok. Sur l'ensemble de ce spectacle, quelle leçon t'en tires en fait? Sur Au Parloir. Ouais, ne faites pas des one man. Ah Non, non. si, ah non, faites tout, tu vois, faut tout en fait, dès que tu as une envie, profonde en fait, si c'est important et qu'il faut le faire, faut le faire. Il y a pas de question à se poser. C'est la plus grande leçon, c'est de dire: «Mais j'aurais dû le faire plus tôt». Hmm. En fait, c'est surtout ça que j'ai appris, c'est que j'ai hésité, je me sentais pas capable, je me sentais pas assez, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à dire? En fait, toutes ces questions de légitimité. Moi, j'étais vraiment, tu sais, le syndrome de l'imposteur, donc Ouais. en fait, ce spectacle-là, je me dis: «Mais pourquoi je l'ai pas fait 5 ans plus tôt?» J'avais largement ce qu'il fallait pour le faire 5 ans plus tôt, mais je suis allé un peu là, un peu là, Il y un a eu peu un là. truc, un élément déclencheur qui a fait que, allez, c'est maintenant? Heu, je saurais pas te dire, Ou un concours de circonstances, t'as rencontré c'est les bonnes ouais, personnes? c'est les gens que tu rencontres, je crois que ouais, c'est la rencontre avec, Thomas Coste, mon premier metteur en scène. Parce qu'à l'époque, moi, j'écrivais des scénarios, c'était les tout débuts de YouTube. En fait, j'ai tout fait un peu en retard. C'est à chaque fois que j'analyse Il y a mes trucs, beaucoup de j'ai fait: gens, «Putain, je suis arrivé, bah, je me suis pas bougé, je me suis bougé un an trop tard, quoi». Tu vois, par exemple, YouTube, on commençait avec, un réalisateur et un scénariste qui s'appelle Armand Robin. On se rencontre, on fait des premiers sketchs sur YouTube, mais c'était vraiment le tout début et on était à ça de se dire: «Viens, on en fait toutes les semaines» et on l'a pas fait. On est parti sur autre chose parce Merde! on est devenu scénariste sur une série Canal+ qui s'appelle Gorg et Lala. Et on regrette pas, tu vois? J'ai fait après les donjons de Nullbug en fait, tu pars sur plein de trucs qui m'a mis le pied dans l'animation et maintenant, vu ma carte dans l'animation, je ne regrette absolument rien parce que j'adore l'animation. Mais Mais t'aurais été Squeezie finalement. bah, je sais pas, mais tu vois, après j'ai rejoint Golden Moustache. En fait, j'ai rejoint ces trucs internet, Golden Moustache et du bagel, j'ai travaillé, pendant certaines années. Mais tu sais, tu sens que je viens de rattraper le wagon in extremis, mais je suis pas la locomotive et c'est pas pareil. C'est-à-dire que je suis dedans, alors c'est cool, j'en ai joui parce que on a fait des sketchs, on a fait plein de trucs marrants, mais tu te dis: «Putain, ça, ce qu'ils ont fait, Mmh. on était en train de le faire il y a 4 ans et on l'a arrêté». J'en ai eu plusieurs des moments comme ça aussi, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bah, ouais, Et tu complètement. te dis, ah bah, 1 an après, il y a Cyprien qui apparaît, 2 ans après, il y a Golden Moustache, enfin, les prémices de De toute façon, Suricat et si tu compagnie. le fais pas comme tu dis, il faut faire des trucs. Si tu le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Voilà. Point. Donc en fait, c'est le seul truc que ça m'a appris, c'est de dire: «Mais en fait, au moment où tu as l'idée, fais-le Mmh. et si c'est pas parfait, c'est pas grave». En fait, c'est surtout c'est ce problème, mais ça, tu vois, je t'ai dit, le syndrome un peu autistique, c'est il faut que ça soit parfait. Il faut vraiment que tous les détails soient trucs et en fait, c'est d'une connerie, c'est bien, c'est une très bonne volonté de vouloir faire les choses, bien, mais la perfection n'existe absolument pas et de toute manière, tu vas te goinfrer
quoi qu'il arrive, à des endroits et que tu verras pas venir. Donc, en fait, tu ne contrôles absolument, vraiment qu'une toute petite partie des choses. Et le reste, c'est le grand bain et il y a plein de trucs dedans que tu vois pas. Mais ça me parle tellement ce que tu viens de dire, je laisse tomber. J'ai l'impression que tu me parles à moi directement là. Parce que Bien sûr, je suis ton miroir. Attention. Quels sont les plus gros défis imposés par un one man, tu penses? Le plus gros défi imposé par un one man, c'est ce que je te disais, c'est la rigueur d'avoir de proposer la même qualité de spectacle chaque soir. Je crois que le pire endroit, c'est Avignon pour ça. Faire le festival d'Avignon est le pire défi de comédien. Parce que tous les soirs? Parce que t'enchaînes dans une ville où il fait 30-35 degrés, je déteste la chaleur, où tu vends ton spectacle, tu n'arrêtes pas de flyer, donc tu marches toute la journée pour dire aux gens venez me voir, c'est super. Comme je suis hystérique, et ben, tant que la salle, je refuse pas du monde, tu flyes jusqu'à 5-10 minutes avant de jouer, après tu files là, et t'es dans un truc un peu hystérique, il faut remplir. C'est important, faut qu'il y ait des professionnels. Tu sais, le côté joie de jouer devient truc très, voilà. Ouais. Et il y a ce truc de snap, genre, on monte sur scène, et bien sûr, c'est le spectacle et c'est super et tout. Mais, et tu fais ça une 30aine de fois, en ayant eu chaud et en noyant ton désespoir dans le rosé. Donc, tu prends 3 ans en un mois, quoi. Ça, tu prends un peu cher. Ouais. Donc, ouais, dans le défi. Et puis, je pense, moi, j'avais pas mal de potes qui sont danseurs, qui font ces spectacles-là où il y a physiquement des prouesses à faire tous les jours en te mangeant ces écarts de 35 degrés, salle climatisée et tout. Enfin, je déteste Avignon. Ouais, je vois. Aller au Festival d'Avignon, c'est hyper sympa. Bon, on va passer à Princesse Leia. C'est quoi? Princesse Leia, c'est le projet que j'ai fait quand j'en ai eu marre de faire de l'humour. Enfin, pas de l'humour, du one man. Parce que après au parloir, il y a eu En attendant Claire Chazal, mon deuxième seul en scène. Après, il y a Descend du singe. Donc, du seul en scène, j'en ai fait 9-10 ans. Et j'ai terminé par une tournée qui s'appelait Les Insolents, qui était avec Blanche Gardin, Pierre-Emmanuel Barré, Émeric Lompré, Dedo et Bruno Osler. Et pendant cette tournée-là, je me dis, ça y est, j'en ai marre. Et pourtant, on était en troupe, hein, tu vois, on faisait chacun nos passages et on avait des sketchs ensemble. Et je me rends compte que je préfère les moments où on fait des sketchs ensemble que les passages tout seul. Ah oui, quand tu dis j'en ai marre d'être tout seul. Ouais, en fait, ça y est, je me dis, là, je me suis trop éloigné du théâtre parce que vraiment, je fais du théâtre depuis que j'ai 15 ans, tu vois. Donc, et là, il y a ce truc, je me dis, là, la coupure, elle est longue, quoi. Et puis, je sais pas, il y a ce truc où c'était très. Il y avait une ambiance, c'est des potes, hein, tous, mais il y avait quand même un petit côté concours, mais comme t'as dans les clubs. Compète un peu, tu vois. Ouais, pas compète, mais concours d'humour noir, humour vénère, où il faut toujours être vénère. Il faut toujours avoir un humour qui est très rentre dedans. Et à ce moment-là de ma vie, je devenais papa. Oui, t'avais envie de douceur. Peut-être pas de douceur, mais voilà, il se passait des trucs qui étaient un peu complexes à gérer. Et puis je me dis, ouais, en fait, là, ce concours de top d'humour noir commence à me fatiguer. Et puis, en fait, je m'amusais plus vraiment sur scène. Et puis, en général, c'est comme dans un couple. Hein. Tu te dis, il n'y a plus l'étincelle. Ouais. Donc, et puis là, je me suis souvenu parce que j'avais déjà eu des groupes de rock, un peu, des petites tentatives avant. J'avais eu un truc qui s'appelait Cherry June, vraiment anglais, tu vois, la cerise de juin. Et puis tu te souviens d'un coup, je fais, mais j'ai envie de quoi là? Et puis là, je me souviens que dans ma chambre d'ado, il y avait pas d'affiche d'humoriste, et des affiches, il y avait Alien 4, l'affiche Alien en énorme, le 5e élément et un mur de posters de groupes de rock, quoi. J'ai coupé des petites étiquettes d'albums. J'avais une mosaïque de toutes les pochettes d'albums des années 80-90. Wow. J'avais mis en face de mon bureau comme un hystéro. Et un bon fan de Metallica que j'étais aussi. Tu vois, je me suis dit, en fait, ça faisait un moment que j'avais cette idée. En fait, ça faisait 10 ans. C'est-à-dire qu'avant de commencer le One Man, j'avais déjà eu l'idée de mélanger concert et spectacle, mais j'y arrivais pas. Je trouvais pas les bonnes personnes, en fait. Tu vois, c'était l'endroit où j'arrivais pas à fédérer. Et là, on fait Les Insolents et je rencontre Dedo qui incarne le métalleux, tu vois, c'est quand même le métalleux du Jamel Comedy Club. Et je repense à une interview que j'avais fait pour une fille de TF1 qui m'avait demandé, avant de faire mon spectacle de One Man, il me dit, mais t'écoutes quoi en musique pour te concentrer et tout? Je dis, un peu de tout, mais parfois, souvent du métal, quoi. Et là, elle a fait, ah ouais. Et là, je fais, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, il y a un problème. Ouais. Fait, non, mais bon, c'est énervé, quoi. Tu vois, et puis là, elle me fait vraiment un truc un peu caricatural, genre, ok, bon.
Et je dis, bon, bah, moi, ça se voit pas sur ma gueule que je suis plutôt de l'école métal. Donc, il y a un truc à faire de clown. Tu parlais des clowns tout à l'heure. Et donc, j'ai cette idée de clown entre un mec qui incarnerait celui qui aime pas le métal et celui qui l'incarne, donc Dedo. Et donc, je dis, bah, tiens, ça y est, j'ai les planètes s'alignent, j'ai mon truc. Ça va être un duo de clowns de confrontation des clichés sur le métal. Et le truc, c'est que voilà, là, on a trouvé le bassiste, batteur, au début, c'était juste un spectacle qui devait durer 2 ans. En fait, ça devait être une sorte de parenthèse dans ma vie, en train de dire, bah allez, je résous un truc d'adolescent, tu vois, je fais master du rock et puis Non, mais trop bien. et après je passe à autre chose. Ouais. Et puis la blague a bien tourné. On s'est fait acheter par le Warm-Up Hellfest en tête d'affiche. Le Warm-Up Hellfest, c'est une tournée qui est avant le Hellfest où tu fais 15 dates en tourbus. C'est vraiment l'énorme truc dans des énormes salles. T'as vraiment vécu ton rêve, quoi. Hein mais ouais. Mais en un an, et tu fais, mais il y a un problème là quand même. Et on se retrouve au Zénith de Nantes et tout, à jouer avec Malsisteria. Enfin, Trop bien. ouais. Tu sais, vraiment, tu fais. Ok. Et le truc, c'est que les gens ils disaient, mais il n'y a pas d'album parce qu'à la sortie, il y a du merch, tu vois. Et nous, on était les seuls gars. Bah non. Vous étiez un peu le Tenacious D Oui. français. Moi, c'est complètement mon modèle. J'adore Tenacious D. Et c'est un spectacle théâtralisé, Princesse Leia. Et donc, on se dit, ouais, non, on n'a pas d'album, mais c'était pas le projet. Et puis là, Covid, maison. Qu'est-ce qu'on fait? Écrivez un album. Wow. Et donc, toutes les chansons du spectacle, et plus on en a fait. Enfin, c'est plus un énorme podcast, le premier album. Parce qu'il y a des sketchs, c'est très Dungeon Nullbuck pour le coup. C'est une aventure et on a qui justifie l'arrivée des. Donc là, très Tenacious D. Donc, on fait le premier album, je le sors nous-mêmes, je crée un label et puis je le sors moi-même. Qui marche plutôt bien. Et puis après, voilà, depuis, on a signé avec le label Atto, on a fait un deuxième album. J'ai tellement de questions, comment créer un label, comment machin, mais vas-y, je te laisse finir ton truc. Et après, là, on vient de signer le 3e album avec le même label, et on a un nouveau tourneur qui est super. Canon. Donc on a fait une tournée, des fois des premières parties ultra vomites, des fois... Après, et c'est un autre milieu, mais c'est dur, hein, c'est-à-dire que, tu sais, dans l'image, on a une imagerie où les gens disent, parce qu'effectivement, on a fait plein de festivals devant des fois 10 000 personnes, donc on a des trucs de ouf. Les gens disent, ouais, bah ça y est, vous êtes là. Tu fais, non, la réalité, c'est le milieu du rock en France, c'est compliqué. C'est-à-dire que il y a Gojira puis les autres, quoi. Il y a Gojira qui s'est envolé, voilà. T'as Ultra Vomit qui, quand même, ont éclaté le game. Et après, en fait, c'est très vite, il y a les très hauts, il y a... Ouais. Le milieu n'existe plus trop. En fait, la scène musicale rock a un peu disparu. Il y a plein de gens qui essaient de la faire revivre. Mais si on parle de la scène rennaise d'une époque, la scène nantaise, qui était folle dans les années 80. Les Berruriers Noirs. 90, les Berruriers Noirs, voilà, et tout. Et ça, c'est un peu... voilà, la France n'est pas un pays de métal, n'est pas un pays rock. Tu vois, c'est la phrase d'Elton John, le rock français, c'est l'équivalent du vin anglais. Ça résume un peu. Mais ce qui Pourtant, fait que... on a le Hellfest. Ouais, mais ce qui est bizarre, c'est que les gens maintenant préfèrent dépenser 1500 balles pour aller au Hellfest plutôt que d'aller voir 4-5 concerts dans l'année. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont mettre de côté, ils vont faire leur budget pour aller voir le Hellfest. Et le Hellfest, pour y aller, c'est cher. J'ai un pote qui va depuis 20 ans, je crois, il y va tous les ans. Et il me dit les prix, là, c'est devenu débile. Oui, ça devient hystérique. Donc, ce qui est pas mal, c'est que là, il y a pas mal de nouveaux petits festivals qui se recréent à des échelles plus ramassées, mais qui fait que ça peut recréer une nouvelle scène un peu plus proche des gens et que ça peut relancer ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit manque à ce niveau-là. Écoute, tu parlais des années 90, c'était la belle époque. Question piège, album préféré de Metallica? Comment se faire des ennemis en 2 secondes? Non, je vais être cliché, Master of Puppets. Ok. Tu vas pas hyper... c'est consensuel à mort. Ouais, c'est clair. Tu te penses à un truc, l'aude. Non, mais alors... non, mais j'aime beaucoup Master of Puppets, évidemment. Mais je trouve qu'en fait, dans tous les derniers, il y a des pépites dans chaque album. Il y a plein de trucs que je trouve très moyens. Mais en fait, moi, j'adore les intros. Et je trouve que Metallica, c'est des machines à riff et des machines à faire des intros. Sauf qu'ils savent plus terminer leurs morceaux. Ils ont des ponts aussi, des fois tu fais wow. Oui, ils ont des trucs de tarif. C'est juste que maintenant, leurs morceaux de 8 minutes où ils savent pas comment le terminer, et puis ils rajoutent des riffs et ils rajoutent des riffs. Tu fais, oui, bon, ça y est, il y a un moment, faut conclure, quoi. Mais toujours, comme tu disais, j'ai repéré ça aussi, moi qui écoutais pas mal. Du coup, j'ai toujours la curiosité de revenir et d'écouter ce qu'ils font de nouveau. Il y a toujours, même si c'est à rallonge, même si effectivement il y en a des chansons de 8 minutes, 11 minutes, il y a toujours...
t'es dans le ah ouais, c'est quand même un peu moins bien qu'avant, mais il y a toujours un moment dans la chanson où tu te dis ah putain là ça y est. Ouais, Là, tu retrouves ton ouais, ouais. petit truc, tu fais ah c'est ça, j'aime Mais bien. voilà, exactement. Et rien que pour ça, tu te tapes les 5 minutes ou 6 minutes un peu pourries. Oui, c'est ça. Bon, allez, puis des fois t'avances, tu fais allez, je vais me le remettre, puis tu te le remets un peu. Apparemment, il y a mon pote qui fait le Hellfest me dit ouais, il y a Megadeth qui fait son dernier concert de la Terre au monde de toute la vie l'année prochaine, je crois. C'est sa 4e tournée d'adieu, enfin la fameuse. Ouais, je sais pas. Ouais. Mais là, apparemment, c'est vrai. Là, c'est la vraie. Ouais. Ouais. Et il me dit ouais, tu veux venir et tout. Je fais j'ai jamais été dans un concert de Megadeth, mais bon, je sais pas, on verra. En fait, c'est ça. On est vraiment dans l'ère de la nostalgie. Je pense qu'il y a des groupes avant qui pétaient pas si haut que ça, et là maintenant, on se dit c'est les dernières fois quoi. Ouais. Et puis ils ont quand même marqué une époque, effectivement. Megadeth, c'est pas le. Voilà, j'étais de l'autre école, l'autre équipe. Ouais, alors ils ont recréé le Big Four. Oui, pour ça. Mais tu te dis, ouais, effectivement, je les verrais bien au moins une fois, quoi. Ouais. Mais comme les Guns, même si le chanteur c'est devenu une grosse barrique à cocaïne. Même Dave Mustaine de Megadeth, tu les as vus en concert au Hellfest il y a 2 ans? C'était 2 ans? Non, j'ai pas regardé. Ouais, ça avait l'air dur. D'accord. Bah, Ouais. il a plus de souffle, il a plus rien, et le mec il est plus jeune, je crois qu'il est plus jeune en âge, ou il est à peine plus vieux que le chanteur de arriver à durer Machine dans le Head. métal pour avoir cette énergie là, etc. C'est. Et bah Machine Head. Machine Head, Ouais. ils ont quel âge? Bah ils sont à peine plus jeunes, mais le mec il a tellement une énergie de malade, t'as l'impression qu'il a 20 ans de moins. Iggy Pop, moi j'avais vu Iggy Pop, ouais. c'était au Main Square. Le mec est fou quoi. Sur scène, il ressort, il est pris en charge sur une scie. Il est vraiment. Non mais c'est même pas une blague. Il a une couverture de survie et tout. On était sur le côté de la scène. Il a vraiment un staff qui met sur scène. C'est un démon quoi. Il y a des forces, c'est génial. Mais Didier Vampas, on a fait un concert avec les Vampas, on jouait sur la même scène. Le mec passe plus de temps sur les gens que sur scène. Je sais pas quel âge il a, mais il a un certain âge. Et il prend une chaise, une table, n'importe quoi, et il est là, il fait du surf sur les gens pendant qu'il chante, et tu fais, voilà, ça conserve quand même un peu. C'est ça la belle vie. Ouais, bah oui, c'est la passion. Donc du coup, j'allais te demander si c'était fini ou ça existait encore, Princess Leia. Tu me dis que vous continuez. Et là, on est dans la phase silence parce qu'on est en préparation du 3e album, et qui sera, on le sort en début 2027. Et voilà. Donc, courant 2026, on va avoir de nos nouvelles. Il y a des choses qui vont ressortir. Génial. Écoute, et vous allez vous reproduire sur scène? L'idée, c'est après la tournée reprendra. Alors, je sais qu'il y a quelques trucs, il y en a 2-3 festivals en 2026, mais la vraie tournée, ça recommencera à partir de mars 2027, un truc comme ça. Normalement, on fera une maroquinerie, je pense. Allez, le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. De manière générale, pourquoi le rire? Pourquoi le rire? Parce que c'est nécessaire. Ouais, parce qu'il y a que ça qui fait que ça rend la vie quand même un peu acceptable. Et puis d'autant plus on avance et plus tu te dis donc ouais, non, c'est pour rendre la vie tolérable. Tu trouves que c'est de plus en plus compliqué de rire, de trouver des sujets qui... non, tout est sujet à rire. Moi là, tout est d'un ridicule et d'un pathétique. Donc en fait, je trouve que là, tout le monde devrait prendre sa marotte d'amuseur du roi et de cibler tout le monde en disant ça c'est ridicule, ça c'est ridicule, ça c'est ridicule, et il faut en rire. Ils se ciblent eux-mêmes parfois. Non. Les gens qui réagissent sur les réseaux, c'est ridicule, faut en rire. Les gens qui deviennent des spécialistes de tout, les sujets, c'est à pisser de rire. Ce n'est pas drôle, mais je décide de rire. Ouais, carrément. Quelque part, c'est drôle, mais c'est dramatique et drôle à la fois. C'est dramatiquement drôle, oui. Ouais. Jimmy Carr, que tu dois certainement connaître. Jimmy Carr. Alors, non. C'est vrai? Jimmy Carr. Ouais, un super comique anglais. J'espère que c'est pas dans tout la bien. Urgence, il y a le feu chez toi. Tu connais pas Jimmy Carr? Un comique anglais. Attends, ça se trouve, je connais sa tête parce que je suis nul en nom. Tu veux pianoter sa tête? Vas-y. Parce que vraiment, je suis une grosse bille en nom et ça se trouve, le mec, je vais te faire comment t'écris Carr? Comme une voiture mais avec un R en plus. Jimmy Carr. Ah mais oui, voilà. Mais hyper humour noir, mais qui a la pire blague du monde, mais qui est géniale. Qui est géniale, c'était tu sais que ta petite amie est beaucoup trop jeune quand t'es obligé de faire le bruit de l'avion pour lui mettre ton sexe dans la bouche. Elle est affreusement drôle, mais elle est affreuse. Oui, je vois très très bien. Oui.
Jimmy Carr déclare dire qu'il y a un sujet trop sérieux pour en rire revient à dire qu'il y a une maladie trop sévère pour la traiter. Bah, c'est une très belle image, mais il a des très belles sorties, hein. En plus, il joue vachement sur ses vidéos. Il est très philosophe du rire, je trouve. Ouais. Il a un petit côté gourou, un peu sur ses dernières vidéos, je trouve. Ah ouais? Ok. Bah, tu sais, à chaque fois, c'est des traits, c'est des phrases très Bah, très réfléchies, très. Il est classe et tout. Il a Oui. il a la formule facile. Bah, Donc- il a des très bonnes formules, et celle-là, ouais, il a raison. Il y a aucun sujet qui mérite de ne pas en rire. Putain, j'espère que les dieux de l'univers t'entendent. Ouais, il y a toujours des gens qui vont dire c'est faux. Genre, bah, je m'en fous. Ouais. C'est bah, pour le coup, je vais citer un autre humoriste anglais que j'ai sa tête là. Ricky Gervais. Absolument. Voilà. Ouais, bah, tu la connais du Ah coup. oui, Ricky, oui, Gervais, oui, je connais. Oui, mais sa phrase, c'est pas parce que vous êtes offusqué que ça vous donne raison. Ah oui, bah oui. Mm. Bah oui. Mm. Voilà. Et toi, perso, il y a des sujets sur lesquels t'arrives pas à rire? Non, c'est plus ce qui est compliqué quand tu fais des blagues, tu vois, même sur Princesse Leia, parce que c'est plutôt des chansons humoristiques, c'est l'axe. C'est comment tu fais un pas de côté pour rendre le truc drôle. Parce que l'humour, c'est si t'es. Après, ça, c'est mon point de vue, c'est ma manière de le pratiquer et de l'aimer, quoi. C'est si t'es trop frontal, je trouve que le rire se provoque pas, quoi. C'est enfoncer des portes ouvertes. Donc en fait, c'est quel est le petit pas de côté qui montre que tu as du recul sur ce que tu es en train de voir, sur la chose sur laquelle tu es en train de rire. Et ça, c'est le travail pour moi de l'humoriste le plus précieux, c'est voilà, quel est l'angle qui fait que on est un peu, Tout passe. voilà, on a mis un petit recul sur la chose, on a mis un petit pas de côté qui fait que les gens n'ont pas vu venir cet angle-là. Et c'est ça qui est marrant. Parce que sinon, sur Princesse Leia, à un moment, j'étais trop, comment dire, il se passait trop de trucs dans l'actualité. J'arrivais pas à écrire des trucs marrants parce que j'avais envie que de dire le mot nazi partout. Dès que je faisais une chanson, il y a nazi qui arrivait. Nazi, c'est des nazis. Forcément, c'est des nazis. Prête pas à rire. Voilà, et puis surtout, tu te dis, il faut passer à autre chose. Alors du coup, il y a une chanson qu'on va faire qui s'appelle Nazi Petit Zizi. Et puis vraiment, on répète Nazi Petit Zizi on cite voilà, toute la clique là en ce moment qui est autour du globe. Donc on a pu le résumer en une seule chanson, mais à un moment vraiment tu te dis, il y a ce mot-là qui clignote, je n'arrive pas à le traiter de sujets différemment, donc on est sur un problème. Donc je me suis aéré un peu, j'ai posé le stylo et voilà. T'as fini par trouver le pas de côté? Oui, sur d'autres thèmes heureusement. Bon, mais il y a des moments où tu bugs quand même. L'actualité elle est quand même un peu elle te submerge. Donc ouais, mais c'est pour ça il faut toujours trouver l'angle, le bon angle pour en rire et c'est ça. Mais après, de dire pendant 3 minutes sur scène, alerte aux nazis, ça peut être marrant, hein. Oh, alerte aux nazis, là. Normalement, grave. Normalement, c'est grave. Sur une échelle de 1 à thérapie, l'humour, c'est quoi pour toi? Sur l'échelle de la thérapie. Alors, c'est pas le rire qui est le plus thérapie, je trouve. C'est plus, tu vois, là, j'ai joué dans un spectacle qui s'appelle Courgette, qui est adapté du livre Courgette. Et tu sais, il y avait le film d'animation Ma vie de Courgette. Ouais. Et moi, j'ai repris un rôle, j'ai fait la tournée de ce spectacle-là. Et c'est un spectacle qui est plutôt dur. Tu vois, ça parle des enfants placés, des enfants voilà, qui ont des vies un peu fracassées et tout. Et là, il y a des scènes à jouer. Il y a un côté très léger parce que c'est très musical. Mais le fond de ce qu'il y avait à jouer, le personnage qu'il y avait à faire, c'est des gamins abandonnés, quoi. Et tu vois, il y avait des scènes qui sont pas du tout marrantes. C'est plus ça qui me sert de thérapie que finalement les trucs de rire. Rire, ça flatte un ego, ça flatte une vanité, tu te sens bien quand t'as fait rire les gens. Mais comme dans un dîner, comme dans un truc, quand t'es celui qui a fait le bon mot, qui a fait rire dans le couloir en disant qu'est-ce qu'il est drôle, tu ressors de là un peu plus fier, tu as ta journée un peu meilleure, tu vois. Donc je pense que non, rire, c'est un truc de gros vaniteux. En tout cas chez moi, c'est vraiment ça, quoi. Et je l'assume, je suis vaniteux et j'ai besoin de... Aimez-moi, c'est ça que Hein? Aimez-moi. Ouais. Genre, aimez-moi, je suis un mec cool, non? Ce qui est pas fou. Pas sûr que tout le monde pense ça, mais t'es un mec sympa. Parle-moi de ta relation avec les Schtroumpfs. Toute proportion gardée. Je mets toujours un bonnet blanc. Ma relation avec les Schtroumpfs. Globalement, c'est ma relation avec les dessins animés, c'est que je vis un espèce de petit rêve de... Tu vois, avec Princesse Leia, je résous mon truc d'adolescent, j'étais fan de groupes de rock et de métal, et puis bon, voilà, je suis sur guitare et je fais l'andouille.
J'ai lu des BD de Lucky Luke, Astérix, les Schtroumpfs et tout, et je me retrouve à être la voix du Schtroumpf à lunettes. Bah, c'est marrant. Enfin, c'est un lien avec ta propre enfance, et surtout les dessins animés. J'adorais la voix du mec qui faisait le Schtroumpf à lunettes à l'époque. T'as tenté de l'imiter ou pas? Bah, je suis influencé quand même beaucoup par Roger Carrel. Ouais. Quand même, je suis un absolu fan de la carrière et des voix de Roger Carrel. Comment ne pas? Aussi de Francis Lax. Ouais. C'est mes deux trucs. Il y a une nonchalance, en fait, il y a une naïveté et une nonchalance chez l'autre que j'adore. Et après, effectivement, j'ai écrit aussi pour les Schtroumpfs. Comme je suis scénariste à côté, j'ai écrit un épisode spécial Jeux Olympiques. Donc, ouais, non, bah, ça fait partie de mon histoire. Mais et en même temps, là, tu vois, là, j'écris le prochain Lucky Luke, le prochain film Lucky Luke, on est un film d'animation avec Bernard Campan, où là, je règle 2 autres trucs d'adolescents. Je suis un fan des Inconnus. Ah bah voilà, Je bosse avec Bernard Campan. Et Lucky Luke, là, et j'écris un Lucky Luke, tu vois. tellement bien. Et c'est une histoire originale, c'est moi qui ai amené l'histoire, donc c'est même pas une adaptation de BD, donc je suis dans le kiff de ma jeunesse. Non, mais en fait, tu veux, c'est que plus je vieillis, et plus je me rends compte, et Tu plus régresses. plus je régresse, et non, mais surtout, et plus je me rends compte que c'est l'enfance qui est le plus important, quoi. Là, et puis, et au-delà du fait que je suis papa, mais c'est, en fait, et ça veut pas dire être naïf et pas voir le monde tel qu'il est, et être dans le déni, c'est juste que c'est la plus belle bulle de bonheur, en fait. C'est là où ton imaginaire peut exploser encore plus. Tu peux te lâcher. Il y a une liberté quand tu es dans ce registre-là, de te retrouver toi, ce qui te faisait kiffer quand tu jouais avec tes bonhommes, quoi. Donc c'est hyper régressif, mais ça fait du bien. Ce qui est marrant, c'est que quand t'es enfant, t'aimes pas d'être petit, tu veux être un adulte comme les Oui, adultes en fait. bah, là, et ça s'inverse. Et tout le restant de ta vie, tu passes ton temps à essayer de retrouver ton Alors, état attention, après, j'ai pas le d'enfant. syndrome Peter Pan, hein, parce qu'il y en a qui veulent rester bloqués dans ce truc-là. Moi, je suis Ouais, ouais. très content d'être un adulte, voilà, de vivre ma vie d'adulte, mais Non, mais on court tous un peu après les premières sensations qui sont les plus fortes, des émotions, et puis les goûts, tu vois, les goûts de la cuisine de ta grand-mère, ouais, non, des mais choses c'est comme ça, ça. tu vois. Et puis la légèreté, et puis un peu de légèreté, quoi. Quand tu jouais, tu te posais pas toutes ces questions, tu vois, même sur Ouais, le rire. ouais. Les gamins, quand ils se lâchent des trucs, mais des fois odieux, et puis ils sont encore copains derrière. Il y en a pas un qui s'est dit, genre, quoi? Enfin, donc, je sais pas, ouais, Je te cancelle. je sais ça. Ouais, mais oui. L'enfance. Ah là là. En parlant d'enfance, ça, Gripsou, Ouais, à autre enfance, ouais. Pennywise. tu peux me parler du perso? Ah bah, Pennywise, autre registre, effectivement. Mais de toute façon, globalement, ma carrière, genre ma carrière, est toujours sur 2 aspects qui sont quand même deux extrêmes. Soit c'est du trash, avec le métal et des blagues bien, bien énervées, ou même quand je faisais du one man, c'était quand même pas vraiment pour les gamins. Ou soit je fais au cinéma, je fais souvent les méchants quand même, en tout cas dans la partie doublage. Et donc Pennywise étant quand même le pire, c'est quand même le clown qui mange des enfants. Et à côté de ça, je fais des dessins animés et des voix de. Voilà. Mais bah, Pennywise, bah, tu vois, trauma d'enfant. Pennywise, j'ai raconté déjà pas mal de fois ce truc-là, mais c'est. À la base, moi, j'ai la coulrophobie. Je déteste les clowns. Enfin, c'est pas la peur des clowns. Je déteste les clowns. Je trouve. Je ne comprends pas. Ça ne m'a jamais fait rire. Je trouve ça dérangeant, mais je crois que c'est le but de certains clowns, parce que c'est un monde assez vaste, hein. J'en avais parlé avec un qui dit mais le clown est là pour être dérangeant. Je fais oui, oui, bah, tu me déranges. Ça marche, ouais. Ça marche, j'aime pas. Mais non, c'est surtout que il y avait un tableau chez ma grand-mère où je dormais chez elle de temps en temps. Et c'était un tableau, tu sais, je sais pas si tu vois, ces vieilles aquarelles de têtes de clown. Avec des traits hyper forcés et des sourires, Ah, tu sais, l'enfer. qui étaient comme ça, Oh. et qui étaient dans la chambre où je dormais chez elle. Et à chaque fois qu'elle était née merde, ma dernière vision, c'était ce truc, tu sais, puis tu sais, la persistance rétinienne, je voyais Ah oui. encore ce clown même quand je fermais les yeux, donc tu es là sous ta couette en train de faire la vache. Et il y a cette scène dans le film du tableau qui sort et qui attaque le gamin, quoi. Donc là, quand j'ai fait le premier film, quand j'ai vu arriver, j'ai fait ah, c'est quoi? Je fais ah, c'est ça. Oh. Je fais allez, mais ça va être cathartique, ça veut dire. Bien sûr, mais évidemment, ça sert à ça. Tu penses quoi du perso? Comment tu l'as trouvé? Comment... Bah, il est super. Il est super. Il est super. Déjà, en tant qu'acteur, c'est super à faire. L'acteur qui l'incarne physiquement, Bill Skarsgård, ce qu'il fait, c'est monstrueux, c'est qu'à le dire. Mm. Et puis, c'est très proche du cartoon, en plus, ce qu'il fait.
Donc moi, je suis dans une zone de confort parce que il part dans des graves, des aigus, enfin c'est très cartoonesque. Il fait même, tu vois, la chanson, la série Welcome to Derry. Mhm. Il y a un côté Bienvenue à Derry en français. Bienvenue à Derry. L'horreur est très drôle parfois finalement. Ça frôle, t'as envie de rire, quoi. Il dévisse la tête d'un mec et qui shoot comme dans un ballon de foot en disant salut les mioches. Enfin, pour moi, ça me fait rire. Mais donc non, il est super à faire, et puis ça parle complètement des peurs de l'enfance, quoi. Le premier film est vraiment génial. C'est filmé à hauteur d'enfant. Si tu regardes bien, la caméra est toujours vraiment filmée à hauteur des gamins, jamais à hauteur d'adultes. Comme dans E.T. C'est ce que Spielberg a fait. Et je trouve que ça rajoute ce côté-là, et ça parle à chacun des problématiques le passage de l'enfance à l'adolescence, qui est un moment compliqué. Mhm. Et voilà, Pennywise, c'est la synthèse de ça, c'est de toutes tes peurs de qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je suis en train de devenir. Ah, mon corps change. T'as pas peur ou t'as pas eu peur quand tu le faisais de tomber dans la caricature ou justement d'en faire trop ou... Tu vas me dire, il y a un DA qui est là. Oui, Marie-Eugénie, c'est Marie-Eugénie, t'embrasse. Voilà. Et oui, c'est la chef d'orchestre qui te dit là, on vient de dépasser la mesure. C'est arrivé? Oui, ça arrive des fois. Après, ce qu'il fait, c'est tellement extrême qu'il y a de la marge. Hein. Non, après, c'est des petites nuances de là, il est plus dans le rire, là, il est plus dans l'inquiétant. Enfin, tu sais, des fois, il passe d'un truc à l'autre. C'était ça le truc. Non, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a un pote de Dedo qui savait pas que c'était moi qui avais fait la VF et qui avait écouté enfin, qui avait regardé le film et qui lui avait dit ça, c'est marrant, j'ai regardé en français, le Pennywise en français, il fait plus pédophile que l'original. Je fais oh fuck. Je fais bon, ça reste monstrueux, hein. Quelque part, tant que ça fait peur aux enfants, voilà. J'ai fait d'accord. Bon, faut que je réfléchisse à exactement ce que j'ai mis dans le perso. Sympa, on sait pas si c'était entre les deux films ou t'as pu corriger ou... Attends, pourtant j'étais toujours pas au courant de l'affaire Epstein au moment de faire le truc, donc c'était même pas une source d'inspi à l'époque. C'est quoi la différence entre les films et la série? Enfin. Non mais par rapport à ton personnage, je parle. La série, il y en a plusieurs. Le film, il n'y a qu'un seul. La différence, là, la série, ils vont plus développer vraiment la genèse. Donc, c'était super d'incarner le perso avant qu'il devienne. Le perso avant qu'il devienne, quoi. Donc, et là, sur la voix, même. De toute façon, Bill Skarsgård est un gars qui joue vraiment avec sa voix. Oui. Sur tous les films qu'il fait, il peut passer d'être très haut perché, des fois très grave. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est plusieurs à faire ça. Je suis pas la voix officielle de ce mec-là. Nosferatu, c'est dingue ce qu'il a fait sur Nosferatu. Mais il travaille vraiment, c'est un outil. Et moi, j'adore qu'un mec fasse ça à l'image, quoi. Donc, et là, la série, t'as encore cet aspect-là, c'est qu'il fait encore un autre personnage quand il est cette espèce de vieux mec rustique de cirque dans les années 50, 60. C'est ça, c'est 50 ou je sais plus. 60, 60. Ouais. Mais donc voilà, tu travailles de nouveaux aspects, donc c'est super agréable. Bah cool, alors cool Raoul. T'as une préférence toi entre les films et la série? Le premier film, il reste pour moi géant. La série, je sais que tout le monde l'adore. Je la trouve bien, je la trouve cool. Après, dans l'écriture, là c'est le côté scénariste chiant qui débarque. Je trouve qu'il y a des axes qui sont abandonnés en cours de route et que c'est pas terminé. Enfin, qu'il y avait plein de trucs intéressants. Je trouve que le propos du film, dans le fond, il touche à des sujets, mais il les creuse pas, quoi. Sur le racisme, tu vois, qui est ancré dans l'Amérique et tout ça, il y a plein de trucs super. Mais ça va pas au bout. Et voilà, je suis resté un peu sur ma faim. Ouais, un petit regret. Quelle est la différence entre faire rire et faire peur pour toi? Faire rire et faire peur, quelle est la différence? Dans les deux cas, c'est de l'adrénaline qui arrive. Je sais pas, c'est plus agréable de faire rire que de faire peur, quoi. Ça vient d'ailleurs, ça part d'ailleurs, ça... Faire peur, en fait, c'est pas, j'ai pas du tout ça profondément en moi de faire peur aux gens. C'est pas, j'ai jamais été le mec qui va faire bouh, enfin, tu vois, pour faire rire, tu sais, qui se cache derrière une porte et juste pour faire sursauter les gens. Toi, t'aimes bien faire ça? Ah oui. Moi, je faisais à ma mère. Ah oui. Quoi, en même temps, je te dis ça. Voilà. Il y a une fois, j'ai fait semblant de m'être poignardé tout seul avec. Je suis allé vers ma mère et j'avais mis du ketchup sur le truc et j'ai fait maman, je me suis blessé. Et elle n'y a pas cru une seconde parce que ketchup. Si, elle avait peur parce que de loin, elle a vraiment flippé parce que vraiment c'était. Tu vois. Et puis j'ai vite calmé le truc parce que je voyais que vraiment ça prenait une tournure pas cool, quoi. Mais oui, donc si j'ai dû faire ça 2-3 fois, mais je crois que j'ai dû me faire engueuler, ce qui fait que j'ai pas refait derrière. Ah, t'écoutes quand même, finalement. Bon. C'était un peu abusé d'arriver avec un couteau dans la main en disant maman. Je sais pas pourquoi.
Tu aurais fait Ben Schwartz dans 5 films et 5 séries. Ouais. Ben Schwartz, c'est un humoriste à la base. Ouais. Ben Schwartz, c'est aussi lui qui fait Sonic dans les films. Tu les as vus ? Ouais. Si je te demande, c'est parce que tu me rappelles un gars. Un comédien avec qui j'ai bossé qui s'appelle L'Image Doub, qui fait le bras droit de Robotnik, le méchant. Ce mec, il est épatant. Il sait faire tous les accents du monde, par exemple. Bref, c'est Jérémy Prévost qui le fait dans Sonic. Un mec épatant aussi. Ouais, on adore Jérémy Prévost. Mangez-en. Ben Schwartz, qu'est-ce que tu penses de lui, de son jeu ? Bah, j'adore, je le fais effectivement depuis Park and Recreation. Bah, pour moi, c'est génial, il parle vite, il en fait beaucoup. On peut pas dire que ça soit un acteur qui soit dans la retenue, quoi. Donc en fait, bah, c'est pareil, il a un jeu cartoon. Il en fait des caisses, et puis il est drôle. Enfin, le mec chante, il fait des ruptures dans tous les sens. Donc je suis dans ma zone de confort. C'est tout ce que j'aime faire. J'adore parler vite, dire des conneries, et changer, pas rire, chanter, passer en plein d'états émotionnels. Et lui, il arrête pas de faire ça. Il fait tous ses choix là-dessus. Et en plus, on a des carrières. Je redis à chaque fois le mot carrière. Ouais, mais pourquoi pas ? Il a une carrière un peu parallèle, c'est que c'est un scénariste et c'est aussi un stand-upper. C'est qu'il a des émotions d'humoriste, où il invite des gars, ils font des débats. Enfin, il est un peu partout, mais à l'image, c'est un plaisir de le faire. Bah, cool. Bah, Ben, si tu nous. Continue de faire des trucs. Voilà, c'est bien, continue. Quelle est l'œuvre que tu as préféré doubler ? Oh là là, c'est compliqué ça. Ouais. Voilà, c'est hyper compliqué. Alors, c'est en ce moment, je fais une série. En fait, c'est pas parce que il y avait plein de trucs qui sont super joyeux à faire. Mais en ce moment, je trouve que c'est parce vu ce qui se passe, elle est hyper importante et je la trouve hyper bien écrite. C'est Happy Family Number One USA. Ok. C'est sur Amazon et c'est un mec pareil que je fais souvent et dont j'ai oublié le nom là. Bien sûr. Et c'est sur une famille d'Égyptiens musulmans qui débarquent aux États-Unis. Et je fais 2 rôles. Je fais le père et le fils de 8 ans et le padré, voilà. Okay. Parce que lui-même fait les 2 rôles. Okay. Et c'est un peu sur l'histoire de sa famille, mais c'est humour entre Simpson et South Park. Oh. Et en gros, t'as la grand-mère qui est vraiment voilée de la tête aux pieds, ultra religion. T'as les parents qui sont entre deux, on fait la religion, mais on s'adapte un peu. T'as les enfants qui sont battent les couilles, on est américain maintenant, voilà. Et le premier épisode, c'est le 11 septembre. Et donc, ils se disent, ça va pas être cool là, d'être musulman dans les États-Unis post-2001. Ouais. Donc, le père part en couille en disant, on va être plus américain que les Américains. Et ça part de là. C'est le premier épisode. Bon, ouais. Et la suite, mais c'est drôle, ça cartonne les États-Unis racistes. C'est un dessin animé. Ouais. Mais c'est un mix, pour moi, c'est un mix entre South Park et Simpson, mais sur ce thème-là. Et c'est à pisser de rire, et c'est beau, et c'est émouvant, et c'est drôle, et c'est vraiment très drôle. Mais ça te réinvente, du coup, te réinvente la justification de l'attaque de l'Irak. En fait, c'est à cause d'une histoire du gamin qui était envoyé en Afghanistan tout seul, éjecté par un avion. Enfin, c'est débile, c'est trop bien. Regardez ça, Happy Family Number One. Merci d'avoir rappelé le titre. On va passer à ta petite phase, ta grande phase scénariste. Oui. Tu as cité le donjon de Naheulbeuk. T'es crédité donc comme scénariste. Moi j'ai connu ça en écoutant jadis les MP3 sur le site de John Lang. Bah oui. Tu me parles de la saga et de ton rapport à elle ? Bah c'est une saga, c'est un rapport un peu triste parce que c'est un avortement. Oui, hélas, gravité. Au sens que il y avait les podcasts de John Lang. Merci d'avoir créé parce que ça embellit nos soirées. Et il y avait les Canal. À la base, on créait cette série pour Canal+. Et ça n'a pas été. Il y a eu un problème de production, mais tout était prêt. Hein. C'est-à-dire qu'on avait une 50aine d'épisodes écrits. Moi, je faisais la voix du Ranger. C'était vraiment très bien. Problème de financement au dernier moment. Dessin animé, 3D. De 20 minutes ? Je me souviens plus. Je crois que c'était. Ouais, je trouve que ça devait être des formats comme ça. Ouais. Et tout était là. Et problème de financement au dernier moment. Ouais. Et patatras. C'est pas rare. C'est bien aussi souvent. Ouais, c'est bien de le dire. Ça arrive très souvent qu'il y a plein de projets et pourtant sont très avancés, on y croit, et ça s'effondre au dernier moment parce que il y a un financement qui va pas se faire, parce que finalement la chaîne décide d'autre chose, donc ça finit dans les tiroirs. Il y a des trucs qui ont été terminés que les gens ne verront jamais. Hein. Il y a des milliers d'heures de programmes comme ça. Les Donjons de Naheulbeuk, c'est un peu l'Arlésienne parce que je sais qu'à un moment il y a un producteur qui voulait le relancer. On ne sait pas où on en est. Peut-être, un jour, les gens vont voir la série qu'on avait écrite il y a maintenant
plus de 15 ans. Tu la reliras. Ouais, voilà, je pense qu'il faudra peut-être la réactualiser, quoi. Mais voilà. Mais après, ça m'a ouvert plein de trucs parce que quoi, cette aventure-là, ça nous a. En tant que scénariste, bah, je t'ai dit, moi, c'est là que j'ai rencontré Thomas Coste, mon metteur en scène de One Man. Et puis après, bah, on a été sur d'autres séries, voilà, c'était un peu le départ avec Gorg et Lala dans ma vie dans l'animation, quoi. Les Légendaires, Ouais. c'est une série de BD? Légendaire, c'est une des BD qui cartonne le plus en France. C'est 11 millions d'albums vendus. Mais et puis, c'est aussi un film d'animation. Et c'est qui maintenant un film, vient allez le de voir sortir. dans les salles au cinéma. Et que tu as écrit? Effectivement. Raconte-moi tout. Eh ben, j'ai travaillé 8 ans sur ce film. C'était long. Mais pourquoi 8 ans? Parce que c'est pas une franchise connue au cinéma. Tu vois, par exemple, Astérix, c'est limpide. Lucky Luke, c'est limpide. Je sais pas, les trucs tirés de jeu, Mario, c'est limpide, les trucs comme ça, voilà. Là, c'est l'animation, ça coûte très cher. Donc, il y a plein de risques que les producteurs essayent de cadrer. Alors au début, il y avait Patrick Sobral, l'auteur, qui avait écrit un premier script, mais qui collait beaucoup trop à la BD, puis qui avait jamais écrit un scénario. Donc déjà, il y avait un peu d'atermoiement sur ça. Moi, on m'a appelé parce qu'il voulait que ça soit heroic fantasy et humour. Et après, il y a tu passes par des phases où à un moment, il faut que ça plaise plus au marché asiatique. Donc, il faut rechanger des trucs du scénario parce que sinon, ça va pas plaire à ce marché-là. Finalement, en fait, maintenant, on s'en fout. Donc, marche arrière, on repart sur un autre truc. Et il y a eu 2-3 moments comme ça. Et puis après, finalement, on n'a pas le budget qu'on voulait. Donc, il y a 5 millions de moins. Donc, on va faire 10 minutes de moins. Tu fais, 10 minutes de moins, c'est pas rien. Il faut redessiner tout ton script. Donc, en fait, il y a plein de trucs qui sont pas que liés à la problématique de toi et ton histoire. Et après, le scénario est compliqué à écrire pour un premier film en tout cas, parce qu'il y a 23 tomes sur la série principale. Il y a 5 personnages principaux, 5 héros. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que les Marvel, ils ont eu le temps d'installer un film Captain America, on aime bien Captain America. On fait Iron Man, on aime bien Iron Man. Quand on les a tous présentés, on fait Avenger. Là, on me demande de faire Avenger tout de suite. Sauf qu'il faut les présenter, il faut qu'on les aime bien, les héros. Alors, c'est drôle parce que Warner a tenté de le faire avec Justice League. Ils n'ont pas pris le temps de présenter tout le monde. Ils ont sorti Justice League qui a fait un four justement parce qu'ils n'avaient pas présenté. Si t'es pas assez attaché à tes personnages, l'énergie du groupe peut pas fonctionner émotionnellement. Voilà. Donc là, ça fait quand tu as un film très court, 1h25 hors générique, et on a fait un script un peu façon 7 samouraïs, c'est-à-dire que tu les présentes un par un avant de les réunir et qu'ils soient confrontés à leurs problèmes. Mais du coup, t'as 15-20 minutes de temps de film qui est dédié à ces héros-là. Mais ce qui est super, comme ça au moins tu t'attaches à eux. Mais tu vois, ça a été du temps de mettre ça en place, de trouver le bon timing, le bon cadre pour pas que ça soit précipité, que ça soit un film qui respire et qui ait de la poésie et de l'humour. Et Guillaume Ivernel, qui a réalisé le film, je crois, a réussi à faire quand même quelque chose de grand, tu vois. Parce que l'idée, c'est d'être ambitieux, de faire une image ambitieuse face à des films comme Zootopie 2 qui ont 250 millions de budget. On n'a pas exactement les mêmes, mais les spectateurs, quand ils vont au cinéma, ils s'en foutent de savoir combien coûtait le film. Ce qu'ils veulent, c'est avoir un beau spectacle. Mais donc, comme tu n'as pas ces budgets-là, il faut être plus malin, il faut être plus créatif, il faut sur la tête, et donc ça prend plus de temps. Donc là, si on fait le 2, ça prendra moins de temps, parce qu'il y a un 2 qui est en perspective. Cool. Mais c'est ça, voilà, qui a été. Et puis là, le 2, le 1 sera installé, les héros seront installés, donc on aura. Plus de marge de manœuvre, on va dire. Mais non, je suis trop content d'avoir bossé sur ça parce que moi, je connaissais pas la BD et quand j'ai découvert le truc, les héros sont hyper attachants. C'est le même plaisir que quand tu découvres Dragon Ball pour la première fois. Tu lis le premier, tu fais waouh, puis t'enchaînes et puis tu te bouffes tout ce qui est possible. C'est où là, la bibliothèque, voilà. Et les légendaires, ça m'a fait le même effet. Tu lis le premier tome, tu fais. Perso, je les aime bien. Et puis, tu t'enquilles les 23 tomes en disant c'est super. Cool. Donc, j'espère que les gens se diront la même chose en verront le film en disant on les aime bien ces mecs-là, quoi. T'as les premiers retours, tu sais si ça marche à la hauteur de ce que ça vous marche. Espérez. Alors, ça marche parce qu'à hauteur d'un truc français, ça marche. On est à plus de 200 000 entrées en 2 semaines. C'est bien. C'est bien. Après, Zootopie 2. Mange tout déjà. Mange beaucoup. Alors là, on va parler parts de marché. Attention, ça va être fun et sexy. Mais en gros, tu as le marché du dessin animé qui représente une certaine part pour les cinémas. Et sur le camembert qui est dédié à ça, Zootopie 2 qui est déjà sorti depuis avant Noël. Normalement, ce film-là était censé s'éteindre gentiment courant janvier.
et t'es en Mais train de après, tout bah bombarder. oui, il y a le bouche à oreille qui fait que finalement il est bien, bon bah j'y vais au film, j'y Non, vais puis aussi, quoi. t'as des films comme ça, tu sais, si t'en as un sur 10 où tu sais pas pourquoi, parce que Zootopie 2, je l'ai vu, il est bien, hein. Ouais. Mais pourquoi celui-là va faire 10 millions d'entrées? Bah attends, pour moi Avatar. Pourquoi Avatar fait 3 milliards de recettes? Voilà, il y a Tu fais. des trucs. Bon, il est bien, mais Ouais. j'ai vu d'autres Disney qui étaient vraiment au-dessus et qui n'ont pas fait ces chiffres-là. Tu peux pas prévoir ça. Donc, je pense que les légendaires vont avoir une belle vie. En plus, il y a les vacances, etc. Et puis, c'est un bon bouche à oreille. En fait, surtout, les retours sont cool. Les gens qui sortent de salle, tu vois, surtout les enfants. Moi, j'ai fait pas mal de séances en présence des enfants et tout. Et ils sont à donf. Et le premier truc qu'ils te disent, c'est il est quand le 2, quoi. Ouais. Donc, en général, quand tu as ça comme retour, c'est cool. Donc, T'as écrit en ciblant des enfants d'un âge particulier ou... là, c'est une commande. Donc, tu vois, c'est la production te dit, on veut que ça soit du film de 7 à 77 ans. Enfin, le fameux, voilà. Oui. Donc, même 6 ans, c'est même à partir de 6 ans. Donc, forcément, mais de toute façon, l'auteur était vraiment avec nous et il nous a adoubé sur ce truc-là. Les légendaires, là où c'est particulier, c'est que ça fait 20 ans que ça existe. Et les premiers fans, ils sont plus 20 vieux. ans, ouais. Et eux, ils attendaient, tu vois, et eux, ils auraient aimé un truc un peu à la Demon Slayer, tu vois, en Ouais. 2D, hyper vénère, parce qu'il y a il y a du sang, il y a des meurtres dans les légendaires. Là, c'était l'idée de faire un truc plus proche de Dragon. Donc, plus ce public-là, c'est-à-dire, voilà, qui touche autant les petits que les grands, Mhm. mais avec deux tableaux de lecture, parce que je reste moi et je parle des nazis dans le film. Je peux pas m'en empêcher. J'ai un truc contre les nazis, je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas pourquoi. Ça y est, faudrait que je travaille là-dessus, mais Et est-ce qu'il y a eu des allers-retours avec le créateur de la BD? Est-ce ah que ouais, carrément. Ouais, comment ça s'est il- passé en fait ta collab avec lui? hyper bien, parce que Patrick Sobral, c'est un mec qui est hyper ouvert, qui est hyper bienveillant et qui est tellement heureux que son univers soit porté au cinéma, que lui, le seul truc qui compte, moi, il m'a autorisé à réécrire le début de sa BD. Il dit, faisons quelque chose de neuf, en fait, proposons une nouvelle expérience plutôt qu'un truc qui sera, voilà, juste on recopie ce qui a déjà été écrit. Et après, lui, il est juste là comme un garde-fou de est-ce qu'on respecte bien ses caractères de personnage. Bah ouais. Mais donc, il le fait toujours en bienveillance. Il dit, alors ça, ce personnage-là, il dirait pas vraiment ça, je pense. Enfin, tu vois, c'est Ouais. toujours une discussion qui est cool. Et là, le 2, on l'écrit avec lui en étroite collaboration, tu vois. Donc, non, c'est chouette. Quand tu pars d'une série ou d'une histoire qui a 20 ans d'âge, est-ce que c'est un point positif, négatif? Est-ce que tu te dis, putain, il faut que je respecte toute l'histoire, tout le lore, comme on dit aujourd'hui, En fait, faut en avoir conscience et en et faire s'en fi? battre les steaks. Ouais. En fait, je pars du principe que si tu aimes ce que tu fais, moi j'ai aimé la BD, je me suis plongé dedans vraiment et j'ai adoré les personnages, je fais confiance à ça. C'est-à-dire, je pense que ce qui me touche, c'est à peu près ce qui a touché tout le monde, c'est ces 5 héros, leur manière d'interagir et tout ça. Donc je pense que l'essence de ce qui plaît, je l'ai compris et donc maintenant je vais essayer de voir moi comment je me l'approprie en respectant ça. Parce que le truc, faut ramener un peu, sinon je suis pas. Faut ramener toujours un peu les choses à ton univers à toi Parce pour que y trouver ton t'aimes. compte, tu vois. Ouais. Mais après, c'était donc sur les thématiques du film, sur la critique de la montée des dictateurs et des fascistes et sur l'écologie. Mais non, faut pas trop y penser parce que sinon tu peux pas écrire, tu peux pas faire une chanson, tu peux pas faire un sketch juste en pensant à ce que les gens vont dire sur les réseaux. C'est infernal. De toute manière, tu vas te faire défoncer. De toute manière, il y a toujours quelqu'un qui aura envie de te défoncer parce que c'est le sport. Ouais. Parce qu'il a envie, parce qu'il s'emmerde. Il s'emmerde, très Ils sont franchement. bien, c'est le porno. Et puis, Ouais. ce que je te dis, c'est que maintenant, tout le monde est spécialiste en ce moment. Ouais. Il y a que des spécialistes de musique, de cinéma, de BD, de D'ailleurs, est-ce que tu as manga. regardé un tuto d'écriture de scénario avant de te lancer dans... Oui, non, non, là pour le coup, j'ai appris à me faire confiance. Ça aurait pu être drôle. Bref. Donc, les légendaires, allez voir ça au cinéma. Oui, carrément. C'est quoi la situation la plus absurde que tu aies vécue dans ce métier? Compliqué ça. Ouais. Ah, elle est compliquée cette question. Je sais pas si je peux répondre. Parce que j'ai signé les clauses de confidentialité. Non, qu'est-ce qui est le plus absurde dans ce métier? Attends, là, j'ai pas de.
j'ai pas d'exemple D'exemple qui soit. punchy, t'as pas une tagline, machin, un Non, truc. non, 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 Putain. j'ai pas d'exemple qui serait pas méchant. Ah merde. Non, parce qu'il y a plein de process dans ce métier que je trouve absurdes. Du Euh, genre. la séparation des équipes. La C'est quand tu fais séparation. enfin, quand tu fais un film, en fait, c'est ce que je trouve absurde, c'est les égos il y a les réals, il y a les scénaristes, il y a le producteur, il y a le chef-op quand tu es en live. Et à la cantine, vous mangez pas ensemble, c'est ça? Je- non, en fait, mais parce qu'ils existent, en fait, mais parce que c'est tellement loin de ma manière de réfléchir de dire, ouais, le réalisateur va dire, ouais, bon, on vous connaît les scénaristes, vous avez vos envies, etc. Le scénariste va dire, ouais, bon, le réalisateur on connaît, il va nous couper ça parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est ça. Le chef-op sur le live, il va dire, ouais, bah, j'ai bien faire la lumière que je veux et vous n'allez pas m'emmerder. Donc, soit tu mets sous ex et puis comme ça, on n'utilisera pas les plans. Enfin, tu vois, chacun a sa petite marotte de dire, et j'ai vu assez quand même souvent des dysfonctionnements et des ambiances de travail qui sont pas ouf parce que tout le monde est persuadé que chacun ne pense qu'à son truc. Mhm. Alors que quand tu discutes vraiment dans le fond, il y a beaucoup de gens qui disent non, mais en fait, je veux que le film soit bien. Et donc, bah, apprends-moi tes problématiques et puis et puis on va discuter, quoi. Et donc, c'est ce qui devrait être la norme Voilà, c'est ce que de j'allais toutes dire. les productions, c'est discutons de nos problématiques. Attends, mais il y a un truc que j'avais pas vu venir. Par exemple, en animation, je savais pas que les capes, ça coûtait hyper cher. Quoi, les caps? Les capes, faire des capes, pas les capres. Les capres, a priori, c'est pas grand-chose à dessiner. D'accord, des capes dans le dos, quoi. Les Donc. capes dans le dos, Ouais. c'est relou. Enfin, en tout cas pour la 3D. Mais bon, bah, voilà, tu changes, ils n'auront pas de cap, on va trouver autre chose. Non, mais là, je te donne vraiment un détail qui n'est pas du tout intéressant pour du narratif. C'est drôle. Mais voilà, mais c'est les situations absurdes, c'est de dire, et ça part souvent de chaînes de production, des gens qui ont une manière de manager, on va dire, Ouais. un peu à la Bolloré, tu vois, de dire, nous, c'est pyramidal, c'est comme ça. Mhm. Et de dire, non, mais c'est surtout débile. Les gens, quand ils sont sur un truc, ils ont envie que le truc soit bien. Bah ouais. Et donc, bah, on s'intéresse au travail des autres et puis on apprend et puis on voit comment on arrive à faire coïncider les deux, quoi. Ça fait très donneur de leçons ce que je suis en train de faire. Non, mais bon, c'est presque. C'est un peu triste J'ai quand ma même. babysitter qui m'appelle. Ah, merde. Bon, bah, vas-y. Mais j'ai vécu la même chose dans des boîtes de jeux vidéo où, pareil, les mecs, t'as l'impression que c'est moi contre toi parce que je veux que mon idée soit là. Et si c'est un mec de mon idée, de mon équipe qui a proposé l'idée, Oui, je vais la protéger. Même si je trouve qu'elle est débile, je vais la protéger parce que je. c'est des principes d'ego, de bataille, de chapelle, etc. Et tu te dis, en fait, des fois, toute la prod est faite pour que les gens pensent comme ça. Les gens, de toute manière, sont montés les uns contre les autres. Et donc, comme tu te dis, non, je protégerai mon équipe quoi qu'il arrive. Tu fais, Donc pour toi, et c'est un c'est problème relou. structurel. C'est la prod. Oui, c'est un problème structurel Ok. qui montre des gens qui dessinent leur production comme ça. Et c'est de la merde. Il y a moyen de parer à ça, à part de faire la fameuse la réu du lundi. La réunion du lundi, Mhm. non, bah c'est de redire à chaque fois, tu sais, j'ai pas la solution. Sinon, je serais producteur et je me lancerais moi-même là-dedans. Mais non, mais c'est dur de faire. De toute façon, on fait des travails. Tu te masques avec des créatifs, les réalisateurs, les dessinateurs, etc. Donc forcément, tout le monde a un point de vue, tout le monde a Mhm. son ego, tout le monde a sa carrière à ramener, etc. Et Tout tout. le monde a une chaîne YouTube sur laquelle il donne des Voilà. tutos. Donc je comprends que ça soit compliqué. Donc en fait, non, je sais pas. Il faudrait un psy de groupe. Ah Tu ouais, sais, comme dans le pourquoi documentaire pas. de Metallica, tu Pourquoi sais, d'un pas. truc de cohésion, Mais oui, en disant nous sommes tous amis, nous sommes tous frères. Un truc un peu, tu sais, voilà, secte. Et on boit complètement. tous la boisson de la paix et on se donne le totem de parole. Non, mais je sais pas, ça arrive. Il y a des endroits où ça marche et des endroits où ça arrive. Donc je me dis que c'est possible, quoi. C'est pas. Ouais. Bon, écoute, si vous La avez bienveillance, la la bienveillance. bienveillance, si vous avez la solution. Le pire compliment qu'on t'ait fait? Bah, c'est en sortie de théâtre, quand les gens n'ont pas aimé, qu'ils te disent belle énergie. Voilà. Là, tu sais, Vous déplacez, hein, tu sais tout. Voilà, tu te dis oui, oui, effectivement, je me suis, j'ai fait des mouvements avec une certaine dynamique. Donc voilà, belle énergie, c'est vraiment le compliment parfait du genre, bah, c'était nul, mais faut que je te dise un truc cool parce que je sais que t'es fragile en sortant de scène, quoi. C'est pas je botte en touche complètement ou... Oui, c'est un beau temps. Oui, bah, mais en même temps, de toute façon, je crois qu'il y a un livre qui existe des 1001 phrases à sortir. Ah ouais? Enfin, je sais pas s'il existe, faudra le faire, mais non, le sujet est intéressant. Ouais. Vous l'avez pas bien traité, mais La scéno, c'est nous. chant, mais super. J'ai trouvé ça le décor. Le moment où tu t'es dit, ok, ce métier est vraiment chelou.
Bah là, je suis en train de le vivre avec les légendaires. C'est que tu bosses 8 ans sur un projet. Et après, tu as les gens de chiffres, c'est les analystes. Les gens des chiffres. Les gens des chiffres, non, mais pour moi, j'imagine ça dans des petites pièces toutes noires avec des ordinateurs qui sont là toute la journée à regarder des trucs à la Matrix, quoi. Et qui te disent si le film combien va faire d'entrée le film, et tu le sais en 10 jours. Et encore, là, c'est parce qu'on a les vacances, mais il y a des gens qui le savent avant. C'est-à-dire qu'il y a des films en un week-end, tu sais. Et donc, t'es dans la situation, tu te dis, je viens de passer 8 ans de ma vie, là, sur un truc qui se fait régler son compte en 48 heures. Donc, ça te met dans un état bizarre. Hein. Tu te dis, enfin, tu sais, t'as une espèce de petite dépression je sais pas, c'est comme après où t'as passé 15 jours de vacances avec tes potes et tout, et puis t'es là, tu te retrouves chez toi, et puis tu fais, bon, bah, voilà. Bien. Donc, ouais, là, alors, heureusement, j'ai plein d'autres trucs dans lesquels me jeter, etc. Mais ouais, il y a ce petit monde de genre, c'est 8 ans de sueur, de discussion, etc. Et pour genre, bah, c'est fait, voilà. Ok. T'as quoi après? Bah, bon, café. Les mecs, ça me rappelle Minority Report, les pressions, les mecs qui savent que ce qui va se passer, Oui. le meurtre va se passer dans telle rue, dans telle maison. Alors, Minority Report, tu vois, le truc de scénariste. Minority Report, tu le regardes parce qu'il y a souvent des discussions avec les producteurs qui disent, ouais, mais là, ça tient pas, c'est pas logique, il faut que ça soit vraiment, voilà. Et des fois, c'est pas une fainéantise, mais des fois, tu as envie de leur opposer. Alors, je peux te citer beaucoup de films, dont des grands classiques de Spielberg, où il y a un moment donné, ils ont fait, bon, ça passe. Le début du film Minority Report, ils prévoient le premier meurtre. Tu sais, c'est le premier meurtre où il est en intervention, etc. Ils retrouvent le nom du gars, ils ont sa fiche, il est taxi, et il dit, c'est quelle porte? Et les mecs viennent de retrouver le nom du gars, son métier, etc., mais ils connaissent pas le numéro d'où il habite. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un suspense. Il faut que Tom Cruise décide, c'est lui qui va décider de quelle porte je prends, et il prend la bonne, bien évidemment, mais c'est son intuition. Bien sûr. Bien sûr, il connaissait pas le numéro de son adresse alors qu'ils ont trouvé toute sa vie et ses coloscopies. Enfin, non mais sans déconner, quoi. Et surtout, et t'as le deuxième truc qui ne tient pas, et j'aime ce film, mais qui ne tient pas, c'est quand il revient avec son œil là, dans un sachet pour ouvrir, il a changé, puis il a son œil dans un sachet pour faire la reconnaissance rétinienne. Le mec est recherché par tout le monde, mais ils ont oublié d'enlever son code rétinien pour réaccéder au bâtiment. Ah, tu vois, en le disant, ça fait un peu chier quand même. Salaud, tu m'as ruiné un film. Non, mais le film est super. Mais oui, le film est génial. Et ça me rappelle un peu le cinéma de J.J. Abrams. Ouais. Où, de toute façon, si tu fais bouger la caméra très vite, ça passera. Ça passera. Oui. Hein, il y a de la tension. Mais voilà, c'est. Palpatine est de retour. Mais comment? Il est de retour. Allez, caméra qui bouge. C'est ça. Là là, urgence. C'est trop bien. D'accord, voilà. Les Américains, c'est la technique des prestidigitateurs. La. Voilà. Allez, on va se faire une petite conclusion. Yes. T'as fait plein de persos avec des voix parfois bizarres. Si tu devais jouer Antoine Chomsky aujourd'hui, ce serait sur quel terrain et que penses-tu qu'il aurait à dire? C'est hyper compliqué ce truc quand un directeur artistique te dit non, ta vraie voix. Et t'as toujours ce petit moment vraiment où tu fais celle-là. La voix du matin. La voix du matin, la voix calme. Non, ouais, c'est toujours une phrase compliquée. Bah, là, je te parle avec ma voix que je pense être normale. Bah, le rôle où je crois, le plus proche d'un truc qui serait ma voix, c'est dans Suits. Ok. Je sais pas si vous avez vu, c'est une série d'avocats. Oui, ils ont des suits. Ils ont des suits, évidemment. Très et qui a un jeu de mots parce que suit, ça veut dire poursuivre en affaires. C'est une poursuite. Excellent. Et en français, ils l'ont pas appelé non. Poursuite. Ils ont pas appelé ça. Le costume poursuite. Le costume poursuite, vraiment, il n'y a aucun sens. Mais ouais, non, ma voix normale, ça serait celle-là. Et ça serait. Qu'est-ce que j'aurais à dire avec cette voix-là, c'est ça? Qu'est-ce que tu aurais à dire? Je dis sur quel terrain? Est-ce que ce serait un one-man? Est-ce que ce serait un. Là où tu t'exprimes le mieux, le plus toi, où tu te sens le plus à ta place en ce moment. Alors là, on va rentrer dans la psy. Je me sens à ma place nulle part. Wow. Donc je suis partout. C'est excellent. Et donc je suis dispersé. Je suis nulle part et partout à la fois. Je suis nulle part et partout à la fois, exactement. Je suis omniscient. Le mec en fait conclut en se disant je suis Dieu. Non, pas du tout. Non, c'est que. Et puis je suis même pas dans un délire d'or. Je crois que je cherche ma place.
Non, c'est que j'ai pas envie de la trouver, vraiment, c'est que, je suis dispersé dans plein d'endroits, mais dispersé, il y a un côté, négatif. Non, c'est que je suis quelqu'un de fragmenté Mmh. et ça me va très bien. Ah bah voilà, c'est bien ça. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais moi-même, là, tu sais, je vais réfléchir à ça en Il y a une disant: idée, «Ça ouais. veut rien dire ce que tu as dit, c'est débile!» Oui, mais je suis un peu comme ça. C'est très bien. Non, non, moi j'aime beaucoup. Merci Bon, Antoine. cool. Bah, merci à toi, Allez, salut l'artiste. c'était très agréable. Ciao.